Alors, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Je suis en compagnie de mon ami, collaborateur et co-animateur Yann Lauzon. Yann, ça va bien? Ça va très bien, merci Eric. Bonjour tout le monde. Toi, Eric, comment ça va? Ça va super bien. Écoute, aujourd'hui, on n'a pas d'invité. On a un sujet qui nous a vraiment excités là, en tant que généalogiste amateur, parce que si tu peux nous expliquer c'est quoi notre sujet d'aujourd'hui, Yann? Ben oui, aujourd'hui, on va parler d'actualité. C'est rare en termes de généalogie qu'on parle d'actualité, mais pour ceux qui ne savent pas, en 1931, en juin, avait lieu le recensement. Au Canada, c'est la première année de la décennie, donc 1901, 1911, 1921 et 1931. Selon la loi, les données du recensement, elles sont confidentielles pendant 92 ans, ce qui nous amène à 2023, c'est maintenant. Donc, le 1er juin 2023, les données du recensement devenaient publiques. Éric, est-ce que tu étais devant ton ordinateur à minuit le 1er juin? Ben, je dois t'avouer avoir été vérifié là, vers minuit, minuit et 5, minuit et 10, puis bon, je m'attendais à ce que je ne trouve rien. Malheureusement, le lendemain, j'avais quand même une journée assez occupée, fait que j'ai pas eu beaucoup de temps pour aller voir. On a jasé un petit peu ensemble, moi puis Yann, là, de son côté, là, voir qu'est-ce que toi t'avais trouvé. Mais il faut dire que c'est ça, un coup que c'était disponible, bon, ben comme toute nouvelle application qui a une certaine popularité, ben, c'était long. C'était vraiment long à aller chercher. Là. Je pense que tu l'as expérimenté un petit peu plus que moi de ton côté. Ben, j'ai essayé de me brancher à quelques reprises durant la journée pour avoir une idée de ce qui se passait. Premièrement, vers 9 heures, là, c'était pas disponible. Je pense que ça prend une action manuelle de quelqu'un chez Bibliothèque Archives Canada. Puis là, ils sont comme, OK, c'est aujourd'hui, let's go, on est-tu prêt? On le fait, on le fait. Puis je pense que c'est arrivé vers 10 heures. À ce moment-là, j'ai réussi à voir quelques images, dans le sens que, tu sais, ça me rappelait beaucoup Internet de 1990. Tu as une image qui load, puis qui load, puis qui load. Avec les Euh, modems 28K. c'était pas nécessairement utilisable. Fait que ça n'a pas été super efficace. J'ai essayé durant l'heure du dîner. À l'heure du dîner, c'était encore un peu dans le même genre, mais là, j'avais réussi à télécharger le PDF d'une région. Moi, j'avais essayé de commencer par Montréal. Là. Le premier constat, c'est que les districts ont changé entre 1921 et 1931. Donc, je ne peux pas aller regarder le même district pour trouver la même personne. Euh, Mhm. faut mentionner que c'est disponible depuis le 1er juin, donc il n'y a aucune application qui a encore indexé l'information. Pour qu'on puisse faire indexer l'information, il faut qu'elle soit déjà disponible. Donc là, ils font affaire avec des groupes comme Ancestry et Family Search qui vont passer au travers d'engins là, c'est des AI qui vont passer au travers puis qui vont donner, indexer l'information pour pouvoir aller chercher en tapant sur le clavier. Mais ça, c'est pas encore là, au moment où on commence là, le 1er juin. Fait que j'ai fini par aller dans des endroits plus ruraux parce que c'est plus facile de trouver quelque chose quand tu as un endroit plus restreint. Euh, puis c'était là. À un certain point, il essayait même plus de loader les images, tu avais une erreur. Ça a duré, je pense, 2 jours. On a eu des messages là, de Bibliothèque Archives Canada. Nous sommes désolés, c'est dysfonctionnel. On est autant excité que vous que ça arrive. Mhm. Puis, ben, c'est ça. Là, maintenant c'est réglé. Là, ça s'est réglé durant la fin de semaine. Mais ça a été un chemin long et ardu pour IT chez Bibliothèque Archives Canada. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à autant de gens en même temps à aller piocher sur le serveur du recensement 1931. Ben, Mais c'est bon signe. C'est bon signe oui, parce que oui, c'est ça excellent. démontre qu'il y a un intérêt là, chez les gens pour ce genre d'informations-là. Puis là, à quel moment, toi, tu as commencé à pouvoir trouver de l'info sur le recensement?
Ben, moi, bon, je pense que pour moi puis toi, indexer un fichier, je pense que ça va de soi puisqu'on a un background de programmeur. Ben, tout est toujours programmeur. Moi, j'ai un background de programmeur analyste. Donc, je sais quoi indexer là, un fichier, ça sert à quoi, mais pour le bénéfice là, de nos auditeurs qui ne sauraient pas c'est quoi, je vais essayer de vulgariser ça le mieux possible. Là, Yann, tu me corrigeras si je me trompe, mais dans le fond, indexer un fichier, au moment où est-ce qu'on se parle, c'est comme si on avait un papier. C'était comme si c'était sur un papier qu'on pouvait lire. Alors que quand on va indexer les fichiers, on va aller chercher les colonnes de nom, de prénom, de lieu, etc. Puis on va les taguer à ces lignes-là. Fait comme ça, pour nous autres généalogistes en herbe, par la suite, ça va être beaucoup plus facile de faire une recherche de joli, disons, à la Chine. Qui là, présentement, je vais vous montrer ça parce que là, il faut qu'on le fasse à bras. Ça veut dire qu'on va passer Oui, à travers chacune des pages pour essayer de trouver notre information. Essentiellement, ça avait été photographié sur des microfilms il y a des années là, avec les archives. La version papier n'existe plus. Puis la version micro, là, quand on le regarde présentement, on a une version digitale de chacune des fiches. Puis c'est exactement comme ça on serait en train de regarder les microfilms, sauf en version digitale. Donc, bon, tu me disais qu'est-ce que moi j'ai trouvé. Moi, ce qui m'intéressait au départ, évidemment, c'est nos grands-parents, hein, parce que plus qu'on avance dans le temps, bon, quand on faisait le recensement de 1871, on pouvait trouver de l'information de nos arrière-arrière-grands-parents. Aujourd'hui, bon, pas qu'ils sont tous décédés en 1931, mais il en reste pas mal moins. Fait que là, on se préoccupe, on essaye plus de trouver nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. Fait que ça fait un petit peu moins d'informations là, à aller chercher. Toutefois, quand on va dans... Bon, tu parlais des sous-districts tantôt, Yann. Évidemment, si on va sur le site, on va vous mettre le lien là, en commentaire. Dans le site, pour aller chercher le recensement de 1931, il y a on choisit la province de Québec. Là, il faut savoir c'est quoi le district. Puis là, bon, moi, je sais que la Chine, c'est dans le district Jacques-Cartier. Fait que là, bon, il y a Jacques-Cartier 81A puis 81B. Donc, comment est-ce que tu sais que c'est Jacques-Cartier? Est-ce que c'était déjà ça en 1921? Oui, puis je pense que c'était aussi un quartier électoral là, dans ces années-là, ben, comme aujourd'hui encore. Là, je pense qu'on est pas mal... Ou ça fait pas si longtemps que ça, là, que ça s'appelle plus Jacques-Cartier là, dans ces coins-là. C'est rendu pas Marquette là, de mémoire. Là. Mais ça a déjà été un quartier électoral là, jadis. Puis là, tu as deux districts pour Jacques-Cartier. Ça inclut-tu juste la Chine? Ou qu'est-ce que tu as dans Jacques-Cartier pour que ce soit deux districts? C'est ça. Ben, regarde, quand on va voir dans le 81A, on peut voir ici, bon, ça va Bordeaux, Beaconsfield, pour pas mal tout l'ouest de l'île. Mais là, ce qui est intéressant, c'est quand on va voir la Chine, bon, là, on sait qu'il est dans le 81A, il y a du sous-district 5 au sous-district 23. OK? Tu as combien de pages par sous-district? Chacune des, comme là, par exemple, je suis dans le sous-district 23. Chacun des sous-districts a environ au-dessus de 25 pages, entre 25 et 30 pages. Fait comme on disait tantôt, bonne chance. Ouais, sur une page, tu as combien de noms? Sur une page, on va avoir environ, là, bon, on va parler de famille, là. On a à peu près 7 à 10 familles, là, dépendamment de la grosseur des familles. Si on regarde, ça sera jusqu'à 50. Tu peux avoir jusqu'à 50 noms sur une page, 30 pages. Ouais, ça fait du monde. Ça fait déjà... Là, ce qui est pratique avec la Chine, quand même, c'est qu'on a le nom de l'adresse. 158 Première Avenue. OK? Quand j'ai commencé... Là, ils ne sont pas linéaires, là. Quand même pas si pire, honnêtement, c'est quand même pas si pire. Quand on est dans un sous-district, des fois, bon, il faut connaître la ville, là, mais des fois, ça n'a peut-être pas tant de lien, là, le district 1, puis tu regardes les rues, c'est à côté, mais c'est comme tu dis, c'est pas linéaire tant que ça. Par contre, ici, là, j'ai trouvé, là, on est dans le quartier, là, vraiment dans l'est de la ville de la Chine, là, parce que les premières pages, c'était la rue Saint-Patrick, qui est aujourd'hui à Ville-la-Salle, sur le bord de l'eau.
Puis là, on arrive à la première avenue, puis on va s'en venir là, vers l'ouest de la ville. Bon, ceci étant dit, comme que tu disais aussi, quand moi j'étais tombé dessus, quand j'ai eu un petit peu de temps de faire de la recherche sur la Chine, c'était très, très lent, là. C'était jeudi soir, vendredi un peu dans la journée, puis bon, ça me prenait à peu près 5 minutes avant qu'une page s'affiche. Donc, je me suis un petit peu tanné, puis je suis allé voir dans des endroits où est-ce qu'il serait plus facile de trouver des gens. Puis, pour ceux qui suivent l'histoire d'une maison, vous connaissez la famille Blais. Donc, je suis allé voir dans le district de... Bon, avant, ils étaient dans le comté de Labelle. On parlait de changement de nom. Là, ils sont dans le comté Papineau. Là, tu vas me dire comment tu as fait pour savoir que c'est dans le comté Papineau. Je suis allé totalement de façon logique, puisque ici était l'ancienne seigneurie de Papineau à Montebello. Puis, bon, il y a la ville Papineauville que vous devez vous douter que c'est lui qui a donné son nom. Donc, je suis allé dans Papineau. Puis là, encore une fois, il y a 47A, puis il y a 47B. Quand on va dans 47A, puis là, vous allez me dire, il est où Namur? Fait que Namur, on voit Notre-Dame de la Paix. On ne voit pas de Namur dans le quartier 23, dans le quartier Papineau 47A, mais dans le comté 47B non plus. Il n'y a pas de Namur. Mais Namur, sont-ils indexés dans un autre village? Ben, c'est ça, c'est que éventuellement, avant, ça s'appelait Saint-Émile de Suffolk. Puis là, il n'y a pas non plus de Saint-Émile de Suffolk. Par contre, il y a Suffolk et Addington. C'est ça, je sais que c'est de là, puisque j'ai reçu je vous ai déjà présenté des comptes de taxes à la corporation de Suffolk Addington. Donc, c'était à cette époque-là, ça s'appelait Suffolk et Addington. Mais puis, si tu n'as pas reçu des vieux comptes de taxes, là, pour deviner que Namur va être là, il faut que tu sois bon en histoire et en géographie. Ça arrête un petit peu plus de recherche à aller voir c'est quoi les déviations des patronymes là, des lieux. Je pense que ça, éventuellement, on va en parler un jour, là, comment est-ce que les noms de villes et villages ont changé au Québec. Puis bon, je pense que c'est une époque, là, à cette époque-là, où est-ce que ça change quand même. Il y a beaucoup de noms de villages là, qui vont changer de nom. Puis, écoute, si on va dans le recensement, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, bon, j'ai trouvé ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a 3 Auguste Blanc dans ce sous-district de Papineau. Des cousins? Non, absolument pas. Oui puis non, là, je vous référais à l'histoire d'une maison, mais les 3 Auguste Blanc, je les connais bien quand même. Là. Je sais qu'il y en a 3, puis les 3 sont dans la même région, puisque l'un a été témoin au mariage de l'autre. Puis, il y avait une autre famille aussi, de la famille de Hippolyte Blanc, qui étaient eux autres protestants. Il y avait un fils qui s'appelait Auguste. Puis bon, Auguste, là, ici, je le sais que c'est le fils de Hippolyte, puisqu'on peut voir ici qu'il est de United Church. Ah. Puis je sais que l'autre famille de Blanc était protestant. Il n'était pas catholique. Donc, ça doit être le fils de l'autre. Mais bon, j'ai assez rapidement quand même trouvé, parce qu'il y a 3 sous-districts dans Suffolk Addington, puis chacun, comme vous pouvez le constater, ont environ 8 pages seulement. Donc, un peu plus facile que de chercher dans la Chine, mettons. Tout à fait, tout à fait. Puis là, bon, ici, j'ai Henri Blanc. Ça, c'est le grand-père de ceux à qui j'ai acheté la maison ici. Puis justement, là, ils ont commencé à avoir des enfants. Florian, Lionel, Laurette, puis Homer. Puis ce qui est intéressant, que je ne sais pas là, si tu as consulté les colonnes, Yann, mais... J'ai commencé à les consulter. Là, moi, je remarque quelque chose d'intéressant, c'est que c'est quand même dans un endroit où il y avait beaucoup de francophones, tant que je ne me trompe pas. Là. C'est quand même Suffolk, mais tout est écrit en anglais. Oui, mais il faut savoir aussi que c'est quand même une région où est-ce qu'il y a beaucoup d'anglophones, puis de protestants.
Regarde, on le voit, le nom Namur. Namur, c'était un village protestant, alors que Saint-Émile de Suffolk, c'était le village catholique. Donc, ça ne met pas. Pour moi, je m'attendais un petit peu à ça quand même, là, de voir des choses écrites en anglais ici, dépendamment de qui est le recenseur, dont je n'ai pas vérifié. Là. Ben ici, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a une description de la maison. Okay. Ouais, ça, c'est quand même bien, avec une valeur. Tout à fait, ouais. Puis ici, combien on voit... valait ta maison en 1931, Éric? Ben ça, c'est pas celle-là. On va descendre plus bas, je vais voir. Mais ici, parce que ça dit, s'il n'est pas propriétaire, mettre le montant de la location. Fait qu'on prend pour acquis là, quand même qu'à 2 c'était pas ce qui était le locataire. Ouais, on l'espère. Bon, il y a combien de chambres dans la maison? Il y en a 5. Les matériaux de construction, bon, là, il y a un index par rapport à ça. Mais aussi, hein, est-ce que cette famille a une radio? Oui, ça c'est bien parce que les radios, là, c'est une radio AM parce que FM n'était pas encore inventé. Les radios, c'était quand même nouveau à l'époque. Puis, je présume, le Canada, à cause de son vaste territoire, était quand même dans les pionniers en télécommunication. Donc, il devait être intéressé de savoir combien de gens ont des radios. Et de ce que je vois, non, donc pas beaucoup. Tout à fait. Puis est-ce que tu as. Parce que la radio de mémoire 1909, hein, à Montréal, ça se peut-tu? Quelque chose dans le genre, là, c'est genre CKC, c'était des plus vieilles, là, puis ça date de début de radiodiffusion. Il faudrait qu'on regarde, mais c'était nouveau. Puis, je ne sais pas à quel point même ils ont de la réception dans ces régions-là. Pas qu'AM va se rendre vraiment loin. Mais c'est quand même quelque chose qui est émergent. C'est la technologie complètement nouvelle. Puis là, il faut penser aussi, les gens dans la région, ils n'ont pas d'électricité, j'imagine, en 1931. Exact. Ben, c'est ça. Ça prend l'électricité pour avoir la radio, évidemment. Si on n'a pas cette information-là, s'ils ont l'électricité, mais on sait que les campagnes ont été électrifiées là, des années 50 avec du Plessis. Ils peuvent avoir des radios à batterie. C'était des grosses batteries, là, des 90 volts, quelque chose de super sécuritaire. Là. Mais ça existe. Il y a beaucoup de fermes qui avaient ça, même après l'électrification, parce que quand tu étais trop rural, tu n'avais pas encore l'électricité. Puis quand, dans les années 40, quand c'était rendu populaire d'avoir des radios, les gens utilisaient des batteries. Mais en 1931, j'ai pas l'impression qu'on va en voir beaucoup avec des batteries. Là. Ça doit être tellement cher. Ben, j'ai pas fait encore le tour de toutes les pages, mais en fait, j'ai pas porté attention, mais il faudrait voir hein, s'il y en a un qui a une radio là, dans le village. Là, parce que bon, il y a une question d'onde, comme tu dis, il y a une question d'électricité, puis c'est relativement nouveau. Puis ça devait être comme toutes les technologies quand elles sont nouvelles. Bon, là, c'est nouveau. Ça a commencé en 1909, là, à peu près. La radio, fait que ça fait une vingtaine d'années que ça commence à être commercialisé, mais c'est pas encore là. Visiblement, on le voit, c'est pas rendu dans toutes les maisons encore. D'ailleurs, je pense qu'on le voit dans le temps d'une paix. Là. Au début, Rosanna, elle n'a pas à la radio chez elle, puis là, éventuellement, plus le temps avance, à un moment donné, elle a la radio chez elle. Là. Puis ça se passe dans les années 20, là, le temps d'une paix. Si on continue le tour des colonnes, moi, il y a une chose, lieu de naissance que je trouve intéressant. Bon, ici, on a hein, Québec. La personne est née au Québec. Son père est né en France, comme qu'on le sait, François-Auguste Blanc, dans Histoire d'une maison, est né en France. Puis sa mère est née au Québec. Puis Irène, elle, sa femme, la femme Henri Blanc, est née en Belgique. Son père est né en Belgique. C'est quand même spécial. Comme j'avais déjà expliqué, bon, ici, ça s'appelle Namur, comme Namur en Belgique, parce qu'il y a eu beaucoup de Belges qui sont venus coloniser la région, là, fut un temps, puis là, bon, on peut le voir qu'il y en a eu. Bon, je ne dirais pas que c'est la majorité à vue d'œil, parce qu'on est capable maintenant de voir de où les gens viennent facilement. Il y en avait, là, des Belges, mais là, de là à dire que c'était la majorité, là, je ne penserais pas, là, tu sais. Ça, il faut quand même mettre un grain de sel, c'est que
les questions ils ont été posées par le recenseur. On a déjà discuté que les recensements ne sont pas toujours super précis. Ça se peut qu'il y ait des erreurs. Oui, tout à fait, tout à fait. J'amène à la dernière colonne que je trouve super intéressante. On est en 1931, puis regardez combien il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colonnes qui ont rapport au chômage. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé en 1929? Il y avait un peu la crise économique, la Grande Dépression, puis c'est probablement moins visible dans les quartiers où est-ce que tu regardes présentement, parce que c'est très, très campagne, très, très ferme. Mais à Montréal, il doit y en avoir beaucoup qui ont des informations dans la partie chômage. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est intéressant de voir, tu sais, ça reflète la réalité de l'époque. C'est ça. Fait que si vous voulez savoir si vos ancêtres ont été frappés par la crise économique, on va pouvoir le savoir avec le recensement de 1931. Moi, j'avais trouvé... Je suis curieux de la colonne industrie que tu as ici. Ouais. Industrie ou commerce dans lequel est occupée la personne comme tissage de coton, fonderie de cuivre, épicerie, produits laitiers, mine de charbon, ferme, école publique, collège commercial, etc. Bon, Henri était farmer, était fermier, tout comme son père l'avait été, qu'on retrouve pas très loin ici, Auguste Blanc avec Marie-Louise Desormeaux. Puis bon, il y a Madame Arthur Bédard qui est rendue, qui est Célina Blanc. Puis Pierre qui est toujours, qui est vieux garçon, rendu à 33 ans, qui travaille comme domestique dans la famille. Puis il y a le petit Elzéar. Attends. Sur le recensement, la madame, elle était inscrite au nom de son mari comme madame de nom de son mari. Oui. Wow! Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une colonne célibataire, marié, veuf ou divorcé. Oui, mais ça, c'est quelque chose qui existait d'une quelconque façon dans les recensements précédents. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que Mme Arthur Bédard, ici, on spécifie qu'elle est mariée. OK, donc son mari serait encore là? Donc, il serait encore vivant. Pourtant, aucune trace. Puis il y a le petit Elzéar, son fils qui est là, qui habite dans la maison. Bon, ça n'a peut-être pas rapport avec le recensement de 1931, mais c'est parce que j'étais en train justement de faire des recherches. Puis j'étais à l'époque de 1921. Là, la prochaine capsule que je sors, c'est là. Puis, le Arthur Bédard en question, il n'apparaît pas non plus dans le recensement de 1921. Non, il est toujours en train, il est juste pas là, il est allé couper du bois à quelque part de loin à chaque fois qu'il y a des recensements. J'ai trouvé aucune trace. Ben, je pense pas en juin, on coupait plus tant de bois que ça. Puis j'ai trouvé aucune trace de sépulture. Puis j'ai trouvé aucune autre trace de lui par la suite après 1920. Il y a eu un décès d'un enfant en décembre 1920. Puis après ça, plus de traces d'Arthur Bédard. Bon, c'est sûr qu'Arthur Bédard, c'est quand même un nom relativement commun, là, puis il peut y en avoir plusieurs, puis une petite dénivellation de noms pourrait faire en sorte que je retrouve là, finalement sa sépulture. Mais bon, ça c'est un mystère qui me reste encore... il y a une chose que je sais, c'est que Elzéar Bédard va éventuellement faire la Deuxième Guerre mondiale. Puis dans son document, on avait vu là, que quand on avait parlé de la Deuxième Guerre mondiale, dans son document là, d'embauche, là, si on veut, on dit que son père est décédé à ce moment-là. Donc en 1942, on sait qu'Arthur Bédard est décédé. Ça, on sait ça. Mais quand est-ce, je ne pourrais pas dire. Mais ce n'est pas le recensement de 1931 qui va me confirmer la chose. Bon, on remarque, on parle d'erreur des fois. Là, il a peut-être dit oh, je suis marié, mais il a oublié de dire que son mari était décédé. Fait que le recenseur, il n'a pas entendu. Puis bon, fait que c'est ça. Mais l'information, tu sais, quand l'information a le moins de 100 ans, c'est toujours plus difficile à obtenir que l'information qui est plus vieille. Plus on s'éloigne, plus c'est difficile parce que c'est plus loin. Mais quand c'est trop proche, à cause qu'on a des lois sur l'information, puis la propriété privée, puis
on peut pas nécessairement avoir tout le temps toute l'information de disponible. Fait que tu as peut-être l'information qui existe, qui est juste pas encore du domaine public, puis que ça va débloquer éventuellement. Là. Parce que les registres sont pas tous encore trouvables, et ainsi de suite. C'est comme là, aujourd'hui, maintenant, on a le recensement 1931, mais tu remontes de là 2 semaines, puis l'information était même pas disponible. C'est quelque chose de nouveau. Puis plus le temps va avancer, plus on va avoir cette information-là. Ce qui est des fois un peu une embûche quand les gens commencent. Là, les gens que leurs parents sont décédés quand ils étaient jeunes puis qui connaissent plus leurs grands-parents, pouvoir monter à leurs arrière-grands-parents, des fois, c'est excessivement difficile s'ils n'ont pas l'information parce que tu n'as pas les registres même de tes grands-parents. Comment tu fais pour monter à leurs parents, à eux autres? Ça peut devenir un problème. Puis, ben, c'est ça. Des fois, tu y vas avec concordance. C'est pour ça qu'on est content d'avoir le recensement parce que tu peux avoir beaucoup d'informations comme là que potentiellement ton Arthur Bédard est encore vivant en 1931. Peut-être. Tu posais la question, combien ça vaut? Ben là, c'est pas la maison actuelle parce qu'elle a été construite par la suite, mais la maison originale du lot, ben, elle valait 1000 $. Ben, j'imagine que tu as payé à peu près ça quand tu l'as acheté, toi? À peu près, fois. Plusieurs fois. 1000 $ pour une maison, c'est spécial. Mais en 1931, là, c'est quasiment 92 ans. C'est de l'inflation, hein? Mais on peut voir hein, que Étienne Ménard, sa maison valait 4000. 4000? Louis Dole, 3000. C'est quoi? Il y avait un château en comparaison, 4 fois plus gros? Je ne pourrais pas dire. Et là, puis là, il y en a à 500 $. Il y en a à 500 $ aussi des maisons. Là, je me demande comment est-ce qu'ils arrivaient à l'évaluation. Dans le sens, sûrement qu'ils n'ont pas un papier de Banque nationale du Canada qui dit oui, monsieur, votre maison pour fin d'évaluation. Y avait-il des évaluations municipales en 1931? Je ne penserais pas parce qu'on ne le voit pas nulle part apparaître. Ben, en 1931, je ne pourrais pas dire, mais dans les comptes de taxes que j'ai vus, on parle nullement mention là, de la valeur de la maison là, à cette époque-là. Je pense pas que c'était calculé là, par rapport aux taxes. Je ne sais pas. Il faudrait parler à un spécialiste des corporations, des villes et des villages qui pourrait sûrement nous expliquer ça. Mais bon, de ton côté, toi, Yann, as-tu trouvé quelque chose d'intéressant là, parce que toi, avec, tu as fait de la recherche, puis bon, comme tu me disais, ta grand-mère dans l'est de la ville, je pense que tu as démissionné assez vite. Là, la mère de ma mère apporte le nom Hébert. C'est d'une descendance acadienne, on a déjà parlé. Hébert est un nom quand même déjà assez répandu, ça l'aide pas. Puis, elle est née après le recensement de 1921, donc j'ai pas de documents. Je sais qu'elle existe, je l'ai connue, j'ai de l'information sur elle. Sauf que, comme généalogiste, on aime ça avoir la documentation qui va autour. Puis, même mes parents, là, j'ai pas le registre papier de naissance de mon père. J'y ai parlé encore hier, c'est pas un problème. Mais on aime ça avoir la documentation. Puis j'ai pas de documentation pour ma grand-mère. Fait que la première chose, je me dis, tiens, c'est facile. Elle reste dans l'est de Montréal, je vais aller regarder. Les districts ont changé de nom et de délimitation. Fait que même si je sais où est-ce que ses parents y habitaient, premièrement, ils ont peut-être déménagé en 10 ans. Ensuite, je suis pas capable de retrouver quel district correspond à ça. Se promener dans les districts, là, surtout en ville, tu l'as vu à la Chine, mais dans Montréal, les districts, dans l'est de Montréal, ça a été beaucoup de changements. C'est ardu. Ben, il faut savoir aussi que c'est pas Montréal encore. C'est la ville de Maisonneuve. C'est Rosemont. Puis il y a des dénominations qui n'existent plus maintenant, qui étaient à ce moment-là des villages, des villes ou des paroisses, qu'il faut les connaître. Je suis paroisse Saint-Laurent, par exemple. Moi, je lisais ça, paroisse Saint-Laurent, j'aurais tendance à penser que c'est la ville Saint-Laurent. Mais non, pas nécessairement. C'est en ville, là. C'est en ville. Puis j'ai pas des assez bonnes connaissances en histoire géographique de Montréal pour me démêler là-dedans. Fait que, puis en plus, comme on disait, là, le chargement était excessivement lent, fait que ça l'aide vraiment pas. Fait que j'ai rapidement changé. Puis comme toi, je suis allé dans Papineau, et puis moi, j'étais à Notre-Dame-de-la-Paix, le village
de mon grand-père, mon arrière-grand-père. Là, on avait déjà mentionné, mon arrière-arrière-grand-père était là au début de la fondation du village. Il a été maire. Puis, en 1921, c'est lui qui faisait le recensement. Fait que je trouvais ça, tu sais, c'est encore lui, en 1931, qui fait le recensement. On va aller regarder. Donc, le recensement de 1931, Québec, tu l'as mentionné tantôt, là, c'était dans Papineau, mais moi, c'est parce que pour avoir fait des recherches, j'ai déjà vu Notre-Dame-de-la-Paix dans Ottawa, dans Labelle, puis dans Papineau. Fait que quand je cherche site, je suis allé dans Papineau parce que je trouvais pas c'était où. Puis j'ai essayé le premier de Papineau, puis je suis tombé sur Notre-Dame-de-la-Paix. Comme on a déjà mentionné, dans Notre-Dame-de-la-Paix, des Lauzons, il y en a un puis un autre. Puis là, je me suis dit, ça l'audait pas vite. Puis je t'avais parlé, je suis rendu à peu près au tiers du registre de Papineau pour Notre-Dame-de-la-Paix. Je n'ai pas encore trouvé de Lauzon. Je trouve ça un peu bizarre parce que sur les 7 premières pages, il n'y en avait pas. Mais ça change après ça, là. Ça va aller relativement vite. Il y a quand même 22 pages. Oui, je suis pas sûr qu'il y a juste Notre-Dame-de-la-Paix dedans. Mais moi, là, ce que je trouvais intéressant, la première chose que je suis allé faire, là, si tu regardes, là, on dit que c'est dans Papineau, là, mais si tu regardes site 47A, il marque encore Labelle. Ils ont l'habitude, même pour nous autres, il y a un changement. Eux autres aussi ne sont pas nécessairement au fait des derniers changements. Moi, j'étais intéressé de voir, c'est un Étienne Rieux qui a écrit le recensement. Je sais comme, en 1921, c'était Wilfrid Lauzon, le père de Wilfrid. Je trouvais ça le fun. Mais ma première chose, c'est que je me suis dit, si c'est encore Wilfrid, parce que dans le recensement en 1921, quand j'avais regardé, la première personne de la première page, c'est ma famille. Fait que j'étais content. Mais là, quand je suis arrivé dedans, j'ai fait comme, c'est pas des Lauzons, c'est des Rieux. Puis, effectivement, la même chose. Ici, on voit Étienne Rieux. C'est sa famille. C'est la première part de chez eux, puis après ça, il s'en va voir son voisin, et ainsi de suite. Ouais. Puis là, ils disent que ça a été fait le 1er juin. D'après moi, ça a été fait pas nécessairement dans une journée. Là, c'est comme rien, quand même. Ouais, non. Probablement que c'est sur 2-3 semaines. Là. Je ne sais pas si c'est 1-2-3 semaines qui mènent au 1er juin, il faut que tu aies remis ta paperasse le 1er juin, ou si le 1er juin, tu commences à faire ça. Ou si tu le fais à quelque part dans le mois de mai-juin, mais c'est où est-ce que tu étais le 1er juin. Je n'ai pas les instructions au recenseur, mais la paroisse de Notre-Dame-de-la-Paix, puis c'est quand même une population qui était quand même assez grosse. Tu vois qu'il y a 22 pages, là, c'était un peu mieux que ce que tu as dans la nuit. Donc, remarque que tu as juste un district dans Notre-Dame-de-la-Paix. Oui. Ah, OK. Alors que Suffolk, c'est 3 sous-districts d'à peu près 7-8 pages chaque. Fait que ça revient un peu au même. Là. Oui, mais tu as plusieurs petits villages dans tes sous-districts. Parce que là, c'est tout du Notre-Dame-de-la-Paix. Oui, effectivement. Fait intéressant, tantôt, quand tu étais à la Chine, tu avais l'adresse. Ouais. Dans les régions un peu plus rurales, là, tu marques dans les régions rurales, écris la paroisse ou le canton. Dans les villes-villages, le numéro et la rue. Le fait est qu'il n'y avait pas vraiment d'adresse. Tu sais, si tu veux écrire à Armidas-Tessier, à l'époque, tu marques Armidas-Tessier, Notre-Dame-de-la-Paix, tu mets ça à la poste, ça se retrouvait chez eux. En fait, ça se retrouvait au bureau de poste, puis Armidas-Tessier, il arrivait au bureau de poste, puis il disait « J'ai-tu de la poste pour moi? » Puis là, le maître postier, il remettait sa poste. Tiens, tu vois ici, Wilfrid Lauzon de Notre-Dame-de-la-Paix. Puis ça, soit Henri-Ernest Valentine, ça c'est Wilfrid, avec l'âge ici, 69 ans, c'est Wilfrid le père, qui est veuf. Et si tu regardes, il parle, ça ici c'est les langages pour anglais et français, il parle anglais. Ce que je trouve quand même bien pour quelqu'un en 1931 d'être bilingue. En campagne, en plus. Oui, en campagne, en plus. On s'entend, Wilfrid faisait un peu de politique. Il a été recenseur, il a été juge de paix, il a été maire. Mais là, la question, c'est avec qui est-ce qu'il parle? Parce que dans le village, je pense qu'il était 3 à parler anglais. OK. Mais il parle anglais.
Là, il y a Wilfrid, Henri, Ernest, le grand-oncle Ernest. Ernest, c'est le plus jeune des frères de Wilfrid, qui est le plus vieux des frères. Ce qui fait que c'est intéressant parce que les enfants d'Ernest sont encore. Quand on va dans des réunions de famille avec les Lauzon, il y avait des grosses familles. Fait que les petits-enfants des plus vieux sont généralement du même âge que les enfants des plus jeunes. On a la même chose après ça avec les enfants de Wilfrid, là, Conrad, puis qui est le plus vieux, puis Rémi qui est le plus jeune. Les âges variaient vraiment beaucoup. Quand tu as une dizaine, quinzaine d'enfants, tu vas souvent avoir 20 ans entre le premier et le dernier. Là. C'est une génération presque. On parlait au fond, on calcule une trentaine d'années de génération. Là. Ça fait quand même assez particulier. Là, ici, la maison, ici, est évaluée à 700 $. Puis si on regarde en dessous, Lauzon, l'autre Wilfrid, lui, c'était 400 $. Fait que c'est quand même assez différence de grandeur. Mais toi, tantôt, tu avais un gars avec 4000. Oui, Wilfrid est plus jeune. Mais moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tantôt, toi, dans Suffolk, tu avais un gars qui avait une maison à 4000 $. Penses-tu que sa maison était 10 fois plus grosse que celle à Wilfrid? Non, je pense pas, mais il y a peut-être les matériaux de construction qu'il faudrait voir aussi. Peut-être que des maisons en pierre versus en bois. Puis bon, il y a aussi le fait que c'était, bon, c'est ça, c'est un village protestant ici. Puis c'est pas mal un des seuls villages protestants, là, ben, dans une certaine région donnée, là. Puis, bon, les protestants étaient un petit peu plus marchands que les Canadiens français. Hein, fait que c'est pas. Ça m'étonne pas de voir que dans le village de Namur, il y avait des gens un petit peu plus nantis. Moi, quelque chose que j'ai remarqué, parce que c'est des gens où j'ai souvent écrit leur nom, là. Conrad, Sava, Emilien, Evano, Euclide, qui n'est pas super bien défini. Mon oncle Rémi, ici, R-Y-M-I. J'ai vu beaucoup de noms qui étaient écrits d'une façon originale. Ouais, ben ça, c'était le sujet de nos dernières capsules, là, justement, sur les erreurs là, d'épellation. Moi, je me souviens quand tu as commencé à recevoir l'information, à voir l'information, les premières choses que tu m'envoyais, c'était justement comment est-ce qu'ils écrivaient et non. Puis là, ben, on a un bel exemple parce que on a vu Namur, j'ai vu un petit peu quand même dans la Chine, puis je dirais que c'est vraiment propre au recenseur en tant que tel. Oui, tout à fait. Faut savoir que le monde qui savait écrire et lire à l'époque, c'est quoi, 30% à peu près? Ben, il y a une colonne pour à ça. peine. Si tu regardes, c'était la colonne ici. Surprenamment, dans Notre-Dame de la Paix, ben, tu as des noms, là, mais il y a beaucoup de E qui savent lire et écrire. Il y a des noms, mais c'est un taux d'alphabétisation quand même assez élevé. On a déjà discuté là, hors d'onde. Là, on pense qu'au moment où il avait fondé la municipalité, ben, la paroisse, qu'il y avait de la formation probablement avec ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui savaient lire. Il y a des signatures dans les registres, plus que dans beaucoup si on allait voir, mettons, dans Namur, là, je pense que la colonne ici, tu aurais un niveau beaucoup moins élevé. Non, oui, non, oui. Non, non. Pas mal de non. Pas mal de non. Ah, ici, ils savent tout lire. Ben, ça, c'était la même famille, genre, ils ont été à l'école. Là. Ouais. Il y a vraiment beaucoup de noms. Puis c'est semblable. Si tu vas à Montréal, là, le niveau d'alphabétisation en 1930, là, c'est loin de ce que c'est maintenant. Si tu regardes dans les registres aussi, que quand tu trouves des registres, là, les signatures sont quand même relativement rares. Non, 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 oui. Un oui ici, un oui ici. Fait que c'est un pourcentage assez faible, là. Puis ça, c'est classique, là. Donc, on peut voir, comme je disais tantôt, dans Notre-Dame de la Paix, il y en avait beaucoup. Il devait y avoir une initiative qui avait été faite
probablement par le curé du village. Là, quand ils ont formé le village, ils ont dit, nous autres, on va vous montrer des affaires. Puis ils ont commencé de l'institution scolaire quelconque. Là. Puis les adultes aussi, ils ont appris parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent lire. On s'entend, il n'y avait même pas de journaux dans ce temps-là, dans ce coin-là. Là. Bon, non. Ben, il y avait les journaux de la ville. Ouais. Peut-être à Saint-André-Avelin, il y avait peut-être un petit journal local là, qui était peut-être vu par les. Je pense qu'on va dans ces années-là, il faudrait voir quand même. Peut-être pas dans ces régions-là, mais bon, il y a des places comme le Progrès du Saguenay, ça fait des années, là, quand même, déjà en 1931. C'est relativement facile. Ben, en fait, je pense qu'on la suite du Stade de Paix, il y a Cormoran, puis dans Cormoran, bon, ça se passe l'autre bord du fleuve, là, mais il y a, je me souviens plus du nom du personnage, là, mais René Caron qui joue un journaliste. Puis bon, il est journaliste, puis c'est lui qui va se promener, c'est lui qui est le propriétaire de la presse, puis il va se promener chez le monde, puis il commence à jaser avec eux autres, avec leur calepin, puis penses-tu acheter le moulin? Blablabla. Puis là, il arrive chez eux, puis il met il punch là, les lettres, puis là, il fait sa presse, pack, puis là, voici une édition du journal local là, qui est faite. Malheureusement, je pense pas qu'on ait ça beaucoup là, d'indexer là, chez BANQ, ces petits journaux-là, mais ça serait sûrement très intéressant là, à consulter. Là. Un peu comme dans Vaudreuil, là, la première édition où ces journaux-là ne sont pas dans BANQ, là, mais ils ont existé quand même. Là, on y a accès, là, mais pas par les archives nationales. Là. Je pense que pour qu'il soit dans BANQ, la première chose, c'est qu'il faut qu'il ait été déposé officiellement par l'institution qui produit la publication, la revue, le journal. Puis si tu as un numéro ISBN qui a été donné par BANQ, tu vas leur envoyer à chaque parution 2 exemplaires. Puis eux autres vont s'en servir pour l'archivage, donc ils vont le digitaliser. Les journaux étudiants vont avoir la même chose, ceux qui le font d'une façon conforme. Ils vont shipper à toutes les parutions des exemplaires qui vont servir aux archives. Je ne sais pas que les journaux étudiants sont disponibles sur BANQ, mais pour être aux archives, je pense qu'il faut minimalement avoir envoyé. Tu sais, si tu dis, moi, je vais engager quelqu'un qui va être journaliste, puis je vais publier un journal des années 20, 30, 40, ça se peut que tu n'envoies pas des exemplaires de ton journal aux archives nationales. Puis ça se peut aussi que tu ne conserves pas d'exemplaires de ton journal. Donc, ça se peut qu'il n'y ait aucun exemplaire de ton journal qui subsiste maintenant, à moins qu'à un moment donné, quelqu'un, par hasard, tombe sur un journal dans une pile de documents ou comme isolant dans une maison en faisant des rénovations. Ça se peut que ça n'existe juste pas. Ouais. Alors, avant de conclure, j'aimerais vous parler de notre prochain épisode qui devrait être en ligne le 19 juillet. On a fait l'entrevue vendredi passé. On est en train de faire le montage là, de cette émission-là. Si tu peux nous parler, Yann, de cette entrevue-là qu'on a faite avec Timothy Beaulieu. Oui, c'est super intéressant. Dans Parlons ancêtres, on parle de nos ancêtres, puis on parle aussi des gens qui ont nos ancêtres. Donc, on parle principalement les Canadiens français, les Québécois. Mais Timothy Beaulieu, Tim Beaulieu, avec le nom qu'il a, on ne se douterait pas, mais c'est un Américain, c'est un Franco-Américain qui aime beaucoup la culture franco-canadienne et franco-américaine. C'est lui le fondateur d'un Poutine Fest aux États-Unis. Il a écrit un livre, c'est un co-auteur sur un livre sur le français aux États-Unis. Mm-hmm. C'est super intéressant parce que, comme on dit, c'est comme nos cousins, ils ont les mêmes ancêtres que nous autres. Là, si on remonte une couple de générations, c'est des Canadiens qui ont juste immigré pendant la même chose que nous, là, l'exode des Canadiens français. Fait que c'est super intéressant de jaser avec quelqu'un. C'est un cousin, là, c'est pas un Canadien français, mais c'est un Canadien français. Là, c'est juste un peu différent. C'est ça, qui est devenu un Franco-Américain. Puis on a bien hâte de vous présenter ça, cette émission-là. Alors, de retour à l'émission d'aujourd'hui, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton « J'aime », en commentant, en partageant la vidéo ou encore en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.
Si vous aussi, vous avez commencé vos recherches dans le recensement de 1931, puis que vous avez des résultats de recherche ou des questionnements, n'hésitez pas à nous en faire part là, en commentaire. Alors, je profite de l'occasion pour vous remercier, audience, d'être resté jusqu'ici. Je vous salue. Salut à toi, Yann. Je te laisse le mot de la fin. Salut à toi, Eric. Merci à tous d'être à l'écoute, puis passez une excellente journée.